La France a connu en 2020 une récession sans équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre PIB a chuté d'un peu plus de 8%. Oui, 8,3% précisément. L'année 2020 restera dans les annales aussi pour sa récession économique aussi forte que brutale, même si en milieu d'année les économistes s'attendaient à pire. Une chute historique donc prévisible dans un contexte de pandémie mondiale, mais pendant que certains secteurs économiques liés au tourisme ou à l'aéronautique faisaient grise mine, d'autres poursuivaient leur parcours frénétique, un parcours de champion. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et cet épisode est consacré aujourd'hui au classement des entreprises les plus dynamiques de France, consacré par les Échos Week-end et par le site Statista. Au départ, il y avait une liste de 10 000 entreprises françaises, 10 000 sociétés disposant d'une forte croissance de leur chiffre d'affaires. À la fin, il en reste 500, les championnes de la croissance. Bonjour Laura Berny. Bonjour Pierrick. Vous êtes rédactrice en chef des Échos Week-end. Le journal a publié son palmarès 2021 des champions de la croissance avec Statista. Alors d'abord, pourquoi un tel classement ? Écoutez, c'est un classement que les Échos Week-end ont initié il y a maintenant 5 ans. C'est notre 5e édition et c'est un rendez-vous qui est devenu assez important pour le journal puisque c'est quand même l'occasion pour tout un tissu économique de petites boîtes et de plus grosses d'ailleurs, de faire connaître un petit peu leur dynamisme et puis leur activité. C'est quoi un champion de la croissance ? Alors, strictement parlant, c'est une entreprise qui, pour cette édition en tout cas, a affiché une croissance annuelle moyenne minimum de 11%, d'un peu plus de 11% entre les années 2016 et 2019, c'est-à-dire sur 4 exercices. Voilà, donc ça peut être une entreprise qui a réalisé un pourcentage de croissance phénoménal de plus de 100%. Mais en moyenne, pour nos 500 actes de l'année, la moyenne annuelle se situe autour de 39%. Voilà, c'est à peu près stable d'année en année. Et Laura, comment est-ce qu'on intègre ce classement ? Alors, pour figurer au palmarès, il y a évidemment plusieurs critères qui doivent être remplis. Le premier, c'est d'avoir généré au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2016 et 1,5 million en 2019. C'est-à-dire, ça implique en effet quand même une croissance conséquente sur ces 4 exercices. Il faut aussi être indépendant, en tout cas ne pas être la filiale d'une autre entité, avoir son siège en France, et principalement grandir de façon organique. On n'exclut pas toutes les acquisitions, mais il ne faut pas qu'elles soient, comme on dit, transformantes. C'est vraiment des petites acquisitions. L'essentiel doit être fait par croissance organique. Il n'y a pas seulement des startups, hein ? Ah, pas du tout, non. Alors, on en a beaucoup, évidemment, mais on a aussi ce qu'on appelle des PME, voire de grosses entreprises, puisqu'on a quand même quelques entreprises dans le palmarès qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires. 2020 a été une année extraordinaire pour l'économie française, une année de crise sanitaire et de récession économique. C'est trop tôt pour savoir comment elles ont traversé cette crise ? Alors, le classement, comme je vous l'ai indiqué, il est réalisé sur la base de l'année 2019, puisque c'était la dernière année disponible pour les chiffres. Non, donc évidemment, dans les chiffres, ça ne se traduit pas encore concrètement. On commence à chercher les entreprises pour le classement à l'automne. Donc évidemment, les chiffres 2020 n'étaient pas encore disponibles, d'autant qu'ils doivent être validés. Donc dans les chiffres, dans le classement, on ne ressent pas encore l'impact de la crise sanitaire. Cela dit, évidemment, on s'est intéressé à comment elles ont passé cette année et ça a été relativement intéressant de voir comment elles s'en sont débrouillées. Il y a des secteurs qui ont mieux résisté que d'autres, hein. Alors, assez logiquement, on va dire, les secteurs très impliqués dans la tech ou très digitalisés, évidemment, s'en sont mieux sortis sans doute que d'autres plus traditionnels. Je vous parle pas évidemment du secteur du tourisme ou du transport qui ont évidemment beaucoup plus souffert. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, nos lauréats, les premiers du classement, qui sont très tech, très digitaux, s'en sont très très bien sortis, voire ont profité quasiment des événements. Et voici donc le champion des champions. La jeune start-up aixoise GoJob qui a développé une plateforme digitale de recrutement. Pour sa première participation au palmarès, elle a affiché une croissance de plus de 4000% entre 2016 et 2019. Et Laura Berny m'expliquait qu'elle a continué sur sa lancée en 2020 malgré, ou peut-être plutôt
grâce aux effets collatéraux de la pandémie. J'ai appelé son fondateur. Il s'appelle Pascal Lorne et il n'en est pas à son coup d'essai avec GoJob. Champion des champions, je lui ai demandé si c'était une consécration ou un encouragement. Je pense que la consécration, quand elle est là, il est déjà trop tard. C'est qu'on on a passé l'apogée, on est sur le déclin. Non, je pense que c'est clairement et un encouragement et une reconnaissance du travail qu'on a commencé il y a maintenant 5 ans et qui commence juste à porter ses fruits parce que c'est long. Démarrer une place de marché, c'est long. On pompe jusqu'à ce qu'il commence à y avoir un peu un effet d'entraînement. Et je pense que là, on commence à en voir les premiers fruits. Quand les Shadocks se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire, eh bien, ils pompaient. De toute façon, ils disaient, ça pouvait pas nuire. Ils avaient de grosses pompes pour les gros problèmes et des petites pompes pour les petits problèmes. On va vous souhaiter d'y mieux y arriver que les Shadocks qui ont pompé très longtemps. Comment est né le projet GoJob ? Eh bien, le projet GoJob, il est né il y a 5 ans. Je rentrais des États-Unis après une demi-dizaine d'années là-bas où j'avais monté et revendu plusieurs entreprises. Et je redécouvre en 2015 une France qui a un peu mal à son travail, en fait. Une France dans laquelle les entrepreneurs se plaignent de ne pas arriver à embaucher. Et d'un autre côté, les jeunes de banlieue ne trouvent pas de travail parce qu'ils sont trop ci, trop ça. Les femmes de plus de 50 ans ne trouvent pas de travail parce qu'elles sont trop ci, trop ça. Bref, une vraie inadéquation entre l'offre et la demande. Et je me retrouve un jour dans un taxi Uber à discuter avec un jeune de banlieue et qui m'explique qu'il avait Bac+4 et que si Uber n'avait pas été là, eh bien, il n'aurait jamais trouvé son premier job. Et là, je me suis dit, waouh, ces enfoirés d'Américains, ils sont quand même bons. Ils arrivent à donner du boulot un peu à tout le monde, quel que soit leur âge, leur sexe, leur couleur, leur diplôme, leur religion, ce que vous voulez. Là où nous, on est incapable de le faire en France. Et je vous avoue que de rentrer des États-Unis où en permanence, on dit que ce qui importe finalement, c'est la motivation et pas tant les diplômes ou les origines, je redécouvrais une France qui était quand même bien eugénique, quoi, bien blanche, bien diplômée, voilà, bien née pour les gens qui travaillent et puis un peu l'inverse pour ceux qui bossent pas. Donc j'étais un peu choqué. Et ce témoignage m'a un peu bouleversé. Et c'est le point de départ de GoJob. Je me suis dit, waouh, mais en fait, est-ce qu'ils n'ont pas tout compris ? Est-ce qu'on ne devrait pas lancer, non pas le Uber du transport, mais du travail au sens large ? Et c'est comme ça que l'aventure est née. Alors, très rapidement, je me suis aperçu que le système auto-entrepreneur n'était pas forcément le système que je voulais pousser à outrance parce que voilà, ma femme est auto-entrepreneur et j'ai bien vu quand elle est tombée enceinte qu'avoir un congé maternité, c'était quand même plutôt la base de la base, voilà, qu'un jour elle serait à la retraite et que si elle restait auto-entrepreneur toute sa vie, elle n'aurait pas de retraite. Donc je pense que profondément marqué par l'héritage social de nos démocraties occidentales européennes, je me suis rendu compte, et surtout revenant des États-Unis où j'avais pu mesurer combien c'est un peu le désert social là-bas en termes de prestations, je me suis dit, bon, ok, on va pas faire ça avec des auto-entrepreneurs, on va essayer de trouver un contrat qui permet d'allier la flexibilité dont ont envie les entreprises et les travailleurs, parce que de nombreux travailleurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient jeunes grands-parents qui veulent prendre du temps entre deux missions, qui soient étrangers, qui veulent retourner 2 ou 3 mois au pays sans avoir à demander à leur employeur 2-3 mois de vacances. Bref, il y a des multitudes de cas de figure qui font que les salariés veulent être indépendants et autonomes. Bon, voilà. Et là, je suis tombé sur le contrat d'intérim. Alors, si vous m'aviez dit un jour que j'allais monter une boîte d'intérim, il y a 5 ans, je vous aurais dit, mais jamais de la vie, c'est quoi ce truc de vieux schnock ? Et en fait, le contrat d'intérim, c'est le sous-jacent contractuel qu'on a trouvé qui permettait le mieux d'offrir flexibilité à l'employeur et l'employé dans un modèle dans lequel il y a des cotisations très sérieuses, chômage, retraite, maladie et une mutuelle. Donc, c'est un contrat qui paye bien, qui a des prestations sociales et qui permet d'avoir de la flexibilité. Voilà un peu la genèse il y a 5 ans. Et voilà, 5 ans après avoir pompé comme des Shadocks pendant 4 ans, parce que je vous le dis, j'aime bien l'allusion que vous faites au Shadocks, monter une marketplace, si vous voulez. Je l'ai monté avec Frédéric Mazella de Blablacar, cette marketplace GoJob, et il me faisait remarquer qu'il avait mis 3 à 4 ans avant d'arriver à trouver à peu près tous les jours des gens qui cherchaient le même trajet au même endroit au niveau de l'offre et de la demande. Parce qu'au début, voilà, il y avait des gens qui cherchaient une voiture entre Brest et Paris, et puis les autres, ils les offraient entre Nice et Montpellier. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir ce qu'on appelle la liquidité dans notre jargon. Dans l'emploi, c'est pareil. Arriver au démarrage à satisfaire les besoins d'entrepôts en logistique en région parisienne
alors qu'on a plutôt des préparateurs de commandes disponibles à Marseille, c'est pas facile. Donc pendant 4 ans, on a pompé, essayé de trouver des bassins d'emploi dans lesquels il y avait de l'offre et de la demande. Et bon an, mal an, aujourd'hui, 5 ans après, nous avons 12 000 salariés qui travaillent dans la logistique, la distribution et l'industrie. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment le dire, enfin, c'est pour ça que vous parlez de consécration, je ne sais pas si c'est une consécration, mais en tout cas, c'est le début de l'histoire, parce que enfin aujourd'hui, après 5 ans de pompage très très dur, à peu près n'importe quel employeur qui cherche du monde dans son entreprise, à peu près n'importe quel endroit en France, on est garanti de lui envoyer quelqu'un en moins d'1 heure. Et de la même manière, à peu près n'importe quelle personne qui s'inscrit sur GoJob, on est sûr de trouver une mission sympa dans l'heure qui suit, dans une boîte pas trop loin de chez lui. Trouver un job qui ait du sens en un rien de temps, ça vous dit ? Alors rejoignez notre communauté de GoJobbers. En 3 clics, inscrivez-vous sur notre site, entrez vos critères de recherche et rencontrez votre conseiller GoJob. Parce que votre épanouissement nous importe, on vous formera et on vous dénichera vos missions coup de cœur. Des sociétés d'intérim, il en existe. On a vu émerger aussi des sociétés de portage ces dernières années, sans oublier, vous en parliez, la vague des auto-entrepreneurs. C'était osé de venir sur ce segment de marché. Comment est-ce que vous vous distinguez de la concurrence ? La grande différence, si vous voulez, elle tient dans la digitalisation. C'est-à-dire que, je dirais, nous sommes à l'intérim ce que Airbnb est à un office du tourisme. Donc, les offices du tourisme auront toujours lieu d'être. Quand vous allez dans une nouvelle ville, vous débarquez avec femmes et enfants, vous arrivez à Chamonix et vous voulez jeter un coup d'œil un petit peu sur ce qui se passe. On va à l'office du tourisme et on rencontre quelqu'un et on est bien content de rencontrer cette personne pour qu'elle nous accueille et nous indique les bons plans dans le coin et éventuellement nous aide à trouver un logement ou les meilleurs restaurants. Donc, je pense que les offices du tourisme ont vocation d'être et vont demeurer. En revanche, c'est vrai que si vous voulez être efficace, aller rapidement, droit au but, trouver le bon logement à Chamonix pour votre famille, vous allez sur Airbnb. J'ai envie de vous dire, les agences d'intérim classiques, traditionnelles, c'est pareil. Je pense que c'est un modèle qui a vocation à perdurer, surtout sur les emplois très qualitatifs, un peu compliqués, sur lesquels il faut vraiment passer du temps avec le candidat, bien comprendre, sur un tissu local compliqué. Je pense vraiment que sur ce genre de poste un peu haute couture, il y a vraiment de la place pour du long terme. En revanche, il est vrai que pour des entreprises, je l'ai nommé dans la logistique, dans la distribution et dans l'industrie, sur lesquels bien souvent ce sont des emplois finalement assez peu qualifiés, on peut trouver très rapidement des candidats si on sait les trouver. Et en cela, GoJob se distingue parce que le candidat peut s'inscrire de chez lui sans avoir à passer en agence. Et du coup, on capte beaucoup plus de candidats qui n'auraient pas eu l'idée de passer dans une agence d'intérim parce qu'en fait, ils se sont fait refouler pendant trop longtemps par les agences d'intérim. Il faut savoir que malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'agences d'intérim qui aujourd'hui à la tronche du client parce qu'il est un peu trop bronzé, un peu trop jeune, un peu trop ci, pas assez cela. D'entrée de jeu, ils se disent, oh là, celui-là, c'est bon. Je vais commencer par lui demander sa pièce d'identité, son truc, ce bidule, parce qu'a priori, il est un peu louche et personne n'en voudra. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu aussi une habitude qui s'est installée vers beaucoup de candidats qui est de se dire, bon, de toute façon, c'est pas pour moi, ce genre d'endroit, on ne trouvera pas de boulot pour moi. Alors que, depuis son canapé, la personne postule et va aller choisir elle-même les entreprises dans lesquelles il veut bosser. Et en 1 heure, il trouve très rapidement le job. Donc, en fait, voilà, on est plus rapide, plus digital. Et je pense qu'on a une approche qui est beaucoup plus qualitative. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait penser qu'en agence, on passe plus de temps avec les candidats, etc. Mais c'est ce qui est faux parce qu'en fait, les candidats, en moyenne, ils passent 7 minutes dans une agence traditionnelle. Chez nous, parce que tout le reste est digitalisé, que toute la partie paperasse, si vous voulez, mettre en ligne sa pièce d'identité, son RIB, sa carte vitale, etc. Tout ça, il le fait depuis son canapé. Et en revanche, on peut prendre plus d'une demi-heure au téléphone ou en visio, il ne se déplace pas, mais on passe vraiment du temps avec chacun des candidats pour comprendre son projet professionnel, comprendre là où est-ce que la personne a envie d'aller et du coup s'assurer qu'on lui envoie la bonne mission. Parce qu'in fine, ce qui importe vraiment, c'est d'avoir des gens qui sont motivés avec un vrai projet qu'on a bien compris. Si c'est pour envoyer les gens comme de la chair à canon dans une usine ou dans un entrepôt logistique et puis finalement qu'ils s'aperçoivent un peu trop tard que ça lui plaît pas, si vous voulez, tout le monde est déçu. Le candidat est déçu parce que finalement, ça fait une expérience qui est pas très gratifiante et qui se termine mal. L'employeur est déçu parce qu'il s'aperçoit que finalement, on lui envoie des gens qui restent pas et voilà. Donc finalement, tout ça, ça crée beaucoup de frustration. L'avantage du digital, c'est que tous les freins à l'emploi, tous les tests de motivation sont faits en amont. Et quand il y a une mise en relation, elle se fait dans d'excellentes conditions. Et finalement, nous avons des taux de qualité bien supérieurs. Alors, c'est marrant parce que parfois, l'industrie qui est un peu sur ses arrière-gardes, en disant « Oh là là, c'est quoi ces petits jeunes là qui débarquent et qui vont aussi vite ?»
Mais en fait, il est facile de dire que c'est parce qu'ils travaillent mal ou ils vont trop vite. Mais paradoxalement, la qualité de GoJob est très, très largement supérieure en quantité de candidats qu'on envoie et en qualité des candidats qu'on envoie. Donc le digital au service de l'humain, quoi. Ouais, justement, en quoi ces algorithmes que vous utilisez peuvent être utiles pour trouver des magasiniers, des éducateurs, des préparateurs de commandes drive, des aides-soignants ou des inventoristes? C'est un métier que j'ai découvert au passage. Ouais. Bien, écoutez, sans révéler tous les secrets de notre algorithme qu'on a développé en partenariat avec l'École Polytechnique depuis maintenant 3 ans, pour faire simple, j'ai envie de vous dire, ça tient à plusieurs choses. D'une part, ça tient à la quantité de données qu'on brasse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans notre base de données, on a plusieurs millions, pas loin de 5 millions de candidats. Donc, déjà, statistiquement, si on part sur une base de données de 5 millions de candidats, on a plus de chances de trouver la perle rare qu'on recherche. Ensuite, l'algorithme va aller présélectionner en fonction, si vous voulez, sur les 12 000 salariés qu'on a aujourd'hui, on voit bien les grands, on dit ça en anglais, on dit des patterns, mais les modèles qui fonctionnent. Donc, un candidat qu'on met en poste qui fonctionne, doucement, on s'aperçoit qu'il a un certain nombre de caractéristiques. C'est le candidat qui arrive à l'heure à son premier entretien téléphonique. C'est le candidat qui répond en moins d'une demi-heure quand on lui pose une question. Donc, on arrive comme ça à décrire un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on arrive à tester la fiabilité, l'engagement du candidat. Et finalement, au moment où on l'envoie, on s'aperçoit que c'est la personne la plus fiable. Donc, voilà, c'est un mélange un petit peu de recettes de cuisine, en même temps, d'intelligence artificielle, et puis d'une grande base de candidats qui nous permet d'aller chercher l'aiguille dans une botte de foin. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. On estime qu'avec la crise du Covid, déjà 680 000 emplois ont été détruits. Est-ce qu'on sait où exactement ? Oui, alors ce sont surtout dans les départements ruraux et les villes moyennes que les emplois ont été détruits. On a entendu dans le journal de France 2, l'année 2020 a été une année perturbatrice pour l'économie, mais aussi pour l'emploi. Comment, en tant qu'entrepreneur, vous avez vécu cette période ? Alors pour nous, 2020, paradoxalement, ça a été une année charnière, dans le sens positif du terme, parce que nous avons eu un effet ciseau. D'une part, beaucoup d'entreprises clientes du monde de la distribution ou de la logistique qui pouvaient éventuellement être encore un petit peu hésitantes à se poser la question de est-ce que le fait que les candidats ne passent pas en agence, est-ce que vous allez vraiment trouver des bons candidats ou pas ? Ces personnes-là, du PDG jusqu'à la caissière des entreprises de distribution, ils ont tous vécu dans leur chair pendant 2 mois ce que c'était que d'être confinés, de faire du télétravail. Alors forcément, les DRH qui auparavant étaient plutôt réticents sur nos méthodes et qui ont vécu et se sont aperçus que c'était possible de faire du recrutement et de travailler à distance, quasiment du jour au lendemain, à une vitesse fulgurante, on va dire en 2 mois de temps, ont complètement changé leur paradigme et ont désormais décidé qu'il était parfaitement acceptable de faire confiance à une agence comme la nôtre qui ne rencontrait pas physiquement les candidats. Donc ça a été un premier driver extrêmement fort, un gros moteur de changement. Et l'autre moteur de changement, et là, malheureusement, je ne voudrais pas dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais il est certain que les agences plus traditionnelles qui, pour certaines, n'ont même pas d'ordinateur portable, voire même de smartphones, qui sont encore avec des vieux Nokia et des PC avec ils appellent ça des tours, là, vous savez, les gros trucs qui reviennent à la mode pour les gamers, là. Bon, quand il faut demander à Madame Jacqueline Duchemin de l'agence Trucmuche Intérim au fin fond de la Loire de prendre sa tour dans l'agence et de venir la connecter sur son intranet depuis son salon, en fait, ça devient très compliqué. Et donc, effectivement, les agences traditionnelles ont eu beaucoup de mal à servir pendant les 2 mois de confinement et les clients se sont retournés naturellement vers les entreprises les plus agiles. Et il est vrai que nous avons, on a doublé notre part de marché. Il faut oser le dire, mais on a doublé notre part de marché en fait en 2 mois de temps en 2020 pendant le confinement. Vous visiez 50 millions de chiffre d'affaires pour cette année. Pour l'an 2020, vous en serez où ? On a fait 42, donc on est un peu en dessous de l'objectif. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2019. On avait fait 22 millions en 2019 et donc 42 en 2020. Donc, on s'offre un joli 100% de croissance, là où l'industrie de l'intérim fait moins 30%. Voilà, donc pour nous, ça a été une année 2020 qui a été extrêmement favorable. Quel enseignement vous tirez de cette crise ? L'enseignement de cette crise, si vous voulez, c'est toujours pareil. Je pense qu'on l'a beaucoup dit, le diagramme chinois, pour les Chinois, crise, c'est constitué de 2 caractères. Il y a opportunité et menace. Et je pense qu'on l'a vraiment regardé comme ça. Nous, on a vraiment regardé
la crise sous l'angle de l'opportunité et on a essayé de regarder tout ce qui pouvait jouer en notre faveur sur ce nouveau paradigme. Et moi, le grand enseignement que je tire, comme je le disais tout à l'heure, c'est que des choses qui nous paraissaient absolument impossibles il y a encore un an, c'est-à-dire convaincre à peu près n'importe quel DRH que faire des interviews à distance, c'était parfaitement possible. Voilà, pendant 4 ans, j'ai prêché dans le désert et là, d'un seul coup, en 2 mois, tout s'est débloqué. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, presque philosophiquement, je me suis aperçu que cette crise montrait à quel point l'humanité, et c'est plutôt un message d'espoir, l'humanité est capable de changer quand on change les règles du jeu de manière un peu brutale. Ça va changer aussi notre rapport au travail ? Complètement. Moi, je le vois même au sein de l'équipe, ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire nos ingénieurs, les équipes de marketing et de vente. On est une centaine de personnes. Moi-même, je pensais être plutôt jeune d'esprit, même si j'ai 48 ans, je pensais, comme je viens du monde de la start-up, j'étais plutôt ouvert au télétravail, etc. Mais j'avais quand même un peu de mal à généraliser le télétravail chez GoJob il y a encore un an. Voilà, il y avait une journée par-ci, une journée par-là. Voilà, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur les 100 salariés, on n'est jamais plus de 25 au bureau. Donc, c'est devenu, même chez nous, vraiment la norme dans le travail de passer 3, 4, 5 jours par semaine en télétravail. Donc, ce que ça change, je pense que oui, ça change vraiment beaucoup de choses profondément parce qu'à partir du moment où on passe en télétravail, seul le résultat compte. Si seul le résultat compte, on fait beaucoup plus confiance aux gens. Si on leur fait plus confiance, on leur donne plus d'autonomie, plus de dignité aussi quelque part dans la tâche qu'ils effectuent, puisqu'il faut qu'ils aillent chercher eux-mêmes leur propre motivation et leur propre driver. Donc on sort vraiment d'une ère, j'ai envie de dire, post-industrielle dans laquelle le rapport au travail est très lié au rapport patron-salarié avec parfois même une petite connotation presque paternaliste, à une notion, j'irai pas jusqu'à dire mercenaire, mais une notion dans laquelle on est de plus en plus indépendant et automotivé sur ses propres objectifs. Donc je pense que globalement, ça va, là, à nous, c'est une diatribe presque philosophique, mais je pense que ça va dans une bonne voie vers l'évolution de l'homme, je pense. Ce n'est pas votre première entreprise. Vous avez lancé une start-up Miowa aux États-Unis, à San Francisco. Vous aviez cofondé auparavant une première start-up à l'âge de 25 ans dans le domaine de la cartographie sur le web. Vous avez même essayé de concurrencer à un moment Facebook avec un réseau social. À 48 ans, qu'est-ce qui vous fait marcher ? Moi, je suis un explorateur, moi. Je suis un explorateur ce que j'aime, c'est explorer de nouveaux mondes. Donc, je pense que quand j'ai créé ma première société, c'était le début de l'Internet, donc on était plus dans les moteurs de recherche. Et ensuite, Miowa, c'était plus l'avènement du téléphone mobile. Et voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mutations très fortes qui commencent à arriver et qui touchent l'humain beaucoup plus profondément dans sa nature. Et c'est peut-être pas pour rien. J'ai même hésité quand j'ai créé GoJob à créer ça sous forme associative ou autre. Mais bon, moi, ce que je connais bien, c'est le vecteur de l'entreprise. Donc, j'ai envie de vous dire, le vecteur de l'entreprise est quelque part un moyen pour moi d'explorer le monde à ma manière. En 2020, les Éco-Weekends et Statista avaient récompensé la société Les Éco-Isolateurs, spécialistes de l'isolation en tout genre. La PME avait déjà été récompensée l'année précédente. Un récidiviste. Laura Berny, c'est la 5e édition de ce palmarès. Est-ce qu'on peut déjà tirer des enseignements pour l'économie française ? Alors, c'est difficile de tirer des conclusions générales, comme je vous l'ai dit, puisqu'on n'a pas intégré dans les chiffres l'impact de la crise sanitaire, mais on peut en tirer en effet quand même au moins 2 enseignements. C'est que les startups et les entreprises qui ont effectué leur évolution digitale s'en sortent évidemment beaucoup mieux que celles qui sont encore sur des secteurs très traditionnels ou qui réalisent leur activité de manière très traditionnelle, comme dans l'intérim. Le deuxième enseignement, c'est quand même, mais ça on le voit depuis quelques années, c'est la montée de tout ce qui concerne les activités liées à l'environnement et au bio qui prennent, je trouve, chaque année de plus en plus d'importance. Il y a un gros turnover d'une année à l'autre ? Alors, pas vraiment en fait, parce que on revoit souvent des champions des années précédentes dans le classement. Évidemment, ils sont pas forcément à la même place, mais il y a quand même, on peut dire, une certaine fidélité dans le classement. Certains sont là quasiment depuis le début et souvent à de bonnes places. Je pense notamment à Sfam, ce qui est un courtier en assurance qui,
maintenant a changé de nom et s'appelle Indexia, mais qui est là quasiment depuis le départ. Ou alors Golden Bees, qui est dans le recrutement digital aussi, qui est très présent depuis longtemps. Par contre, nos deux premiers du classement de cette année, GoJob et Cakemaker, sont tellement jeunes que c'était la première année où elles pouvaient en fait participer, et puisqu'elles ont commencé leur activité réellement en 2016, et elles figurent immédiatement en haut du palmarès. C'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous avez été surprise par le nombre de candidats ? Alors là non plus, il y a une certaine stabilité dans le nombre de candidats qui sont sondés pour participer au classement, alors qui est réalisé, si vous l'avez déjà mentionné, mais avec notre partenaire Statista. Chaque année, on identifie à peu près 10 000 entreprises qui peuvent être éligibles au palmarès, et ce chiffre, lui ne bouge pas énormément. Par contre, chaque année, on a de plus en plus d'entreprises qui remplissent les critères, mais qu'on ne peut pas intégrer dans le classement. Elles étaient qu'une 50aine l'année dernière, elles sont plus d'une 100aine cette année. Donc je pense, en effet, il y a quand même un succès croissant des entreprises dans le classement. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que leur taille augmente chaque année. C'est la première année, la part des entreprises qui faisaient plus de 10 millions de chiffre d'affaires ne dépassait pas les 16%. Cette année, elles forment plus d'un tiers. Donc c'est quand même, il y a une vraie montée en puissance. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi une certaine forme de dynamisme de l'économie française. On ose le penser, oui, d'autant que c'est quand même des entreprises dont on parle pas. Alors certaines, oui, bien sûr, mais dont on parle pas forcément toujours. C'est un petit peu ce fameux Mittelstand dont on parle beaucoup en Allemagne, mais dont on parle beaucoup moins en France, et dont on voit qu'il existe et qu'il est relativement dynamique, oui, tout à fait. Ce sont des entreprises qui connaissent une forte croissance, mais on le sait, la difficulté, c'est de durer et de savoir s'adapter à une crise comme celle que l'on vient de traverser. Alors oui, et c'est pour ça que chaque année on essaie de distinguer des recettes, sachant qu'évidemment il n'y en a pas une forcément qui marche pour tout le monde, mais en tout cas c'est intéressant de voir quels sont un petit peu les éléments mis en avant, ou les principales activités ou les principes de management qui font que ces entreprises affichent des croissances telles, et en plus sur la durée. C'est-à-dire pour certaines, comme je vous l'ai dit, on les voit d'année en année. Donc c'est très variable. Donc ça peut aller être évidemment d'un créneau porteur. Je pense notamment au wagon avec la formation des codeurs. C'est évidemment quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. C'est la visioconférence avec Livestorm. C'est un petit français qui est sur la visioconférence. C'est le bio avec les burgers bio. Voilà. Mais c'est aussi des entreprises qui adoptent des principes de management un peu novateurs. Je pense à l'entreprise libérée, et puis à la personnalisation évidemment des besoins des clients. Ça c'est quelque chose qui revient souvent, essayer de personnaliser, de couvrir l'ensemble des besoins des clients. Visiblement, c'est quelque chose qui marche. Merci Laura Berny, rédactrice en chef aux Éco-Weekends, et merci Pascal Lorne, fondateur de GoJob, l'entreprise championne de la croissance dans le palmarès, les Éco-Weekends et Statista. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, notre champion à la réalisation. Chargé de production et d'édition, la number one, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons lutter tous ensemble contre le Covid-19. Facebook continue à collaborer avec les chercheurs, les organismes et les gouvernements européens. En Espagne, la Banque mondiale utilise nos cartes de prévention des maladies pour anticiper les besoins en tests et en lits d'hôpitaux. Nous avons développé avec les gouvernements européens des chatbots sur WhatsApp afin d'apporter des réponses précises et rapides à vos questions sur le Covid-19. Découvrez-en plus sur about.fb.com/fr/Europe.